Bonjour et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vos questions sont à poser sur avocat.net. On attend toutes vos questions à notre équipe d'avocats présents en plateau. Nous commençons par vous présenter nos avocats qui sont là aujourd'hui. À commencer par Jean-François Changeur, notre avocat au barreau de la Charente. Et voilà, on change un petit peu, on prend un peu de l'air dans les régions. Bonjour Jean-François. Bonjour Yves. Bienvenue, droit routier avec toi aujourd'hui. Exactement. Plein de questions intéressantes, notamment des appels de phare dans un instant. On y revient dans quelques petites secondes. À tes côtés, Ernest Fez, notre avocat en droit du travail, avocat au barreau de Paris. Bonjour Ernest. Bonjour Yves. Nos amis te connaissent bien déjà, puisque beaucoup de questions te sont envoyées en droit du travail. On a une belle pour toi dans un instant. Ah bon. À tout de suite. Et à tes côtés, Quentin Maméry, qui est un nouvel avocat dans cette équipe également, comme Jean-François. Bonjour Quentin. Bonjour Yves. Bienvenue Quentin Maméry, qui est avocat au barreau de Paris, qui va nous parler de dommages corporels tout à l'heure. Et oui, des accidents, ça arrive, y compris même dans les hôpitaux. On a des questions très intéressantes à vous poser dans un instant. En tout cas, si vous souhaitez avoir la réponse à vos questions, le site vous attend et nos avocats y répondent avec une première question justement. Pour vous, Jean-François Changeur, ai-je le droit de faire des appels de phare pour prévenir d'un radar ou de la présence de policiers? C'est une bonne question qu'on ne se pose pas tout le temps parce qu'on se dit on va être civique, on va prévenir. Mais est-ce qu'on a le droit de le faire ça? Alors c'est une bonne question et une question très intéressante. Et la réponse est oui, c'est tout à fait autorisé. Dans notre droit pénal français, tout ce qui est interdit doit être prévu par un texte. C'est le principe de la légalité des délits et des peines. Et en l'espèce, il n'y a aucun texte qui permet de sanctionner des appels de phare. Il faut quand même faire attention parce que si vous avez un contrôle de police qui se situe dans le cadre, par exemple, d'un plan épervier, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas pour un excès de vitesse, ou en tout cas pour des contrôles d'excès de vitesse, et il vaut mieux peut-être éviter de faire des appels de phare. Il y a également des policiers ou des gendarmes qui ont pu considérer que ça pouvait être un outrage, c'est-à-dire se moquer des services de police ou de gendarmerie. Ouais. La Cour de cassation a indiqué qu'il n'y avait absolument pas d'outrage parce que ces appels de phare n'étaient pas destinés aux policiers et aux gendarmes, mais étaient destinés aux automobilistes qui arrivaient en face. Donc c'est tout à fait possible, je le répète, mais il faut faire attention. Il faut quand même qu'il n'y ait pas d'entrave au bon fonctionnement des services de police et de gendarmerie. Alors, donc on retient en tout cas qu'il faut qu'il y ait quand même un texte qui prévoit l'interdiction. Là, ce n'est pas le cas. Alors, dans quel cas, quand même, le policier peut estimer qu'il y a ou entrave, ou alors, effectivement, quelque part, on se moque un peu des policiers? C'est vraiment l'appréciation du policier qui va décider? Alors, le policier ne peut pas sanctionner sans texte. C'est-à-dire que si vous n'outragez pas le policier ou le gendarme en l'insultant ou en se moquant de sa fonction, il n'y a absolument aucun outrage. J'ai eu dans mes dossiers, notamment des dossiers sur Paris, parce que j'ai un cabinet à Paris, une automobiliste qui a été interceptée, qui a été arrêtée par un policier, et ce policier voulait absolument connaître le nom de cette dame et voulait dresser une infraction à l'encontre de cette dame, alors qu'il n'y a aucun texte. En revanche, si vous faites des appels de phare pendant la nuit, on peut considérer qu'il y a une infraction qui est l'infraction d'éblouissement. Mais c'est simplement la nuit et il faut que la personne reste en plein phare et donc il y a un éblouissement des automobilistes qui arrivent en face ou qui sont devant vous alors que vous êtes en phare. On peut causer donc un danger finalement et créer peut-être un accident avec un appel de phare si c'est fait de nuit. Alors, oui. Vous parlez d'outrage, si on a un appel de phare d'une Ferrari, on n'est pas outragé, puis si c'est une petite Twingo peut-être, je peux comprendre que non, peut-être le policier se dise mais là c'est pas normal. Absolument. Mais c'est une pratique qui est quand même très courante, c'est vrai qu'on voit généralement sur l'autoroute les gens qui vous préviennent, donc c'est quand même du civisme. Comment est-ce qu'on peut pénaliser quelqu'un qui finalement veut être sympa avec son prochain pour une fois? C'est un peu un geste citoyen. Alors c'est vrai que les policiers et les gendarmes n'apprécient pas véritablement parce qu'il y a une entrave effectivement au bon fonctionnement du contrôle. En tout cas, il n'est pas prévu de légiférer a priori et de rajouter ça. On imagine mal des panneaux avec un phare qui clignoterait, interdiction de le faire. Absolument. Mais il y a beaucoup à votre connaissance, Jean-François, d'infractions, en tout cas, qui sont, de verbalisation de ce genre de délit, d'appel de phare, où c'est quand même rarissime qu'on se fasse arrêter pour un appel de phare. C'est rarissime, mais parfois des policiers ou des gendarmes considèrent qu'il peut y avoir une infraction et commencent à dresser un procès-verbal alors qu'aucun texte ne prévoit ça. Ouais. Et dans la mesure où aucun texte ne prévoit ce type d'infraction, on ne peut absolument pas verbaliser. Donc on peut être tranquille, tout à l'heure en rentrant chez soi, si vous prenez la voiture, appel de phare si vous voyez des policiers ou un radar.
on peut le faire, a priori. On peut le faire. Alors un policier ou un gendarme un petit peu zélé peut vous arrêter et vous embêter quelques minutes, mais il ne peut pas vous retenir et dresser procès-verbal d'infraction. Jean-François, vous nous avez éclairé avec ces appels de phare. Merci infiniment. C'est très intéressant. Voilà, là, on était en croisement, là, on était à fond. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est intéressant en tout cas ces questions en droit routier parce que voilà, on peut avoir effectivement à se poser la question au moment où on voudrait prévenir celui qui arrive en face. À vos côtés, Ernest Fez, avocat barreau de Paris en droit du travail. Je rappelle que pendant 20 ans, vous avez siégé dans les conseils du prud'homme, même été président de chambre conseil des prud'hommes. Donc vous connaissez bien tous les cas qui peuvent se présenter et des questions arrivent pour vous. Alors, des questions parfois un petit peu détaillées parce que les gens nous posent un petit peu leur cas précis. Je vous pose cette question. Je suis agent commercial d'une entreprise agricole qui est implantée en Haute-Normandie. Donc il doit faire plein d'appels de phare quand il va travailler parce qu'il dit qu'il habite à Paris, lui. Alors j'ai un contentieux avec la société qui m'emploie. Le Conseil des prud'hommes de Paris, section agriculture, parce qu'il y a plusieurs sections, vous le savez quand vous saisissez le CPH, le Conseil des prud'hommes de Paris, eh bien, le Conseil de prud'hommes, section agriculture, a dit « je ne prends pas le dossier ». Le Conseil des prud'hommes, section commerce, lui, s'est déclaré également incompétent. Alors là, notre téléspectateur est un petit peu embêté, il nous dit « ça fait 2 ans que je galère, que dois-je faire et pourquoi cette décision ? Je n'ai pas de jugement. » Pour cause, personne ne lui prend son dossier. Alors, est-ce qu'on peut mettre un petit peu d'ordre dans la compétence, finalement, du Conseil des prud'hommes quand on a une affaire ? À qui on donne comme Conseil des prud'hommes ? Est-ce qu'on va devant le Conseil des prud'hommes ? À quelle section ? Enfin, c'est un peu compliqué quand on ne s'y connaît pas. J'ai vraiment l'impression, à travers l'exposé de notre téléspectateur, qu'il a tout faux. Ouais, ça lui fait plaisir, il vient de zapper, là, voilà. Dans l'oreillette, on vient de le perdre. Il aurait, alors, on va lui expliquer. Je pense, dû prendre conseil auprès d'un avocat qui lui aurait évité sans doute des méandres judiciaires dans lesquels il s'est engagé. Oui, pourquoi ? Il perd 2 ans, là, du coup. Premièrement, vous m'avez parlé d'un agent commercial. Un agent commercial n'est pas un salarié. Il a une relation avec un co-contractant qui ne dépend pas du Conseil des prud'hommes. On pourrait éventuellement contester cette situation et demander la revendication d'un contrat de travail, mais c'est une procédure un peu plus lourde et un peu plus difficile. Deuxième étape, ce n'est pas parce qu'il travaille dans le domaine de l'agriculture qu'il doit saisir l'agriculture, en supposant que le Conseil des prud'hommes... Voilà. D'ailleurs, le Conseil des prud'hommes de Paris a une section agriculture qui traite que quelques dossiers par an, mais ce n'était pas du tout pour lui un bon choix. Ouais. On n'a pas le jugement, puisqu'il dit qu'il attend toujours son jugement. Il nous dit qu'il est parti dans la section commerce. On peut se poser la question en tant qu'agent commercial, il aurait pu peut-être revendiquer le statut de VRP et il aurait pu à ce moment-là introduire son affaire non pas devant la section commerce, mais devant la section encadrement. Ce qu'il faut savoir à travers cette affaire-là, pour y voir clair, parce que c'est vrai que là, il a été un peu le pauvre... Premièrement, il faut qu'un justiciable sache devant quelle juridiction il doit introduire son affaire. Le Conseil des prud'hommes est compétent pour les litiges relatifs au droit du travail, c'est-à-dire avec un employeur et un salarié. Si la relation n'est pas une relation salarié-employeur, mais une relation commerciale, le Conseil des prud'hommes n'est pas compétent. Deuxième question, c'est la compétence... Même s'il y a un lien de subordination, parfois on travaille avec un contrat, mais quand même on doit répondre aux exigences de c'est toute la nuance, et effectivement on peut contester... pour des raisons sinon de contraintes économiques, on peut dire que j'ai été contraint d'accepter une relation d'agent commercial, mais je suis en lien de subordination. Et à ce moment-là, le demandeur devra rapporter la preuve de ce lien de subordination, de tous les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir un élément de rémunération qui est fixé par l'une des parties et par l'autre, dont il n'a pas la maîtrise. Deuxième étape à ce niveau-là, au niveau de la compétence, il faut se poser la question quand on va devant le Conseil des prud'hommes, de savoir quel Conseil des prud'hommes on saisit. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans le domaine de l'agriculture que l'on va saisir la section agriculture. Ce n'est pas parce qu'on habite Paris que l'on va saisir obligatoirement le Conseil des prud'hommes de Paris. Le lieu de travail est le lieu qui définit la compétence géographique. Donc, pour le territorial, c'est le lieu de travail, oui. Ou éventuellement le siège de l'entreprise, ou s'il n'y a pas de siège, qu'on se retrouve dans une entreprise extérieure, le domaine d'intervention. Mais ça, c'est relativement déjà plus technique. Deuxième élément, ensuite, la section. Quand on a trouvé le Conseil des prud'hommes compétent du point de vue géographique, il ne faut pas se tromper de section. Ouais. Chaque section a une compétence déterminée, et quand on est dans la situation commerciale, je veux dire, on peut avoir ou la section commerce ou l'encadrement, suivant le statut du demandeur.
D'accord. Bon, j'espère avoir répondu. Non, c'est clair. On retient qu'effectivement, déjà, il faut qu'on vérifie qu'on soit bien salarié, qu'on soit assujetti au Conseil des prud'hommes. Premier point pour ne pas se tromper de tribunal. Après, au niveau de la compétence territoriale, donc le lieu de travail ou éventuellement le siège social de la société où on a signé le contrat. Et puis la section, vaut mieux demander pour ne pas se tromper de section pour être sûr de se présenter devant le bon conseil, parce que le risque, c'est qu'on perd beaucoup de temps. C'est ça ce qui arrive. Et là, apparemment, en fonction des éléments que vous nous avez donnés, le demandeur n'est même pas encore au courant de la décision réelle. Il a eu juste simplement une notification verbale qui a été donnée par le Conseil des prud'hommes, mais il n'a pas le jugement papier pour pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Merci beaucoup, mon cher Ernest Fez, avocat en droit du travail, pour cette réponse précise à notre téléspectateur. À vos côtés, Quentin Mameri, qui est avocat dans les matières que l'on appelle un petit peu dommages corporels. Donc, ce sont les accidents et comment est-ce qu'on les répare. Alors, des questions, beaucoup sont arrivées pour vous lorsqu'on vous a annoncé sur le site, notamment celle-ci. Je me suis fait opérer dans une clinique il y a quelques mois de la jambe droite. L'intervention s'est mal passée et j'ai perdu l'usage de ma jambe, malheureusement pour la personne qui nous regarde. Or, le médecin, avant l'intervention, m'avait fait signer une décharge de responsabilité, la fameuse. Je suis donc privé de tout recours contre lui, nous pose comme question cette téléspectateur, parce qu'effectivement, est-ce que quand on signe une décharge, on ne peut plus rien faire contre le médecin qui aurait commis une erreur, par exemple ? Alors c'est une question qui nous est fréquemment posée par les victimes qui viennent nous consulter. On va rassurer tout de suite notre téléspectateur. En aucun cas, la signature d'une décharge de responsabilité ne peut empêcher un patient de mettre en cause un praticien en établissement de santé. Donc ça, c'est déjà le principe qu'il est bon de rappeler. Autrement dit, si un patient a été victime d'un dommage corporel à la suite d'une faute d'un médecin, il a la possibilité de rechercher sa responsabilité. Alors, quelles catégories de fautes peuvent être reprochées à un médecin ? En général, on en isole deux. La faute de technique médicale, en fait, c'est la faute dans l'exercice de l'art de la médecine, qui peut survenir tout au long de la prise en charge, au moment du diagnostic, au moment de l'intervention, dans le cadre du suivi du patient. Et en général, c'est une expertise médicale donc confiée à un médecin qui permettra de déterminer si le praticien a prodigué au patient des soins consciencieux et conformes à la science médicale. D'accord. À côté en fait, de cette faute de technique médicale, on a la faute d'information. Et rappelons à notre téléspectateur et à l'ensemble des téléspectateurs que le praticien est tenu à l'égard du patient d'une obligation d'information sur les risques d'une intervention. Ah oui. Si le praticien ne respecte pas son obligation, il engage sa responsabilité. Alors, avec une petite particularité en matière d'obligation d'information, ce n'est pas au patient de prouver qu'il a bien été informé, c'est au médecin de prouver qu'il a bien informé le patient. Et encore à ce stade, la simple signature par le patient d'un document où il considérait avoir été bien informé ne suffit pas. Le médecin devra prouver qu'il a informé le patient de manière claire et appropriée, l'information devant être adaptée aux facultés de compréhension du patient. Donc c'est très protecteur pour les patients. C'est très protecteur pour les patients. Il y a moyen d'agir. Agir justement sur la faute médicale ou sur la faute d'information. Ouais. Mais s'il n'y a pas de faute, parce qu'on sait très bien que la science médicale, dans la science médicale, il n'y a pas de risque zéro. Le médecin a bien opéré, il a fait ce qu'il fallait, mais il y a un problème, un aléa. Voilà, il a bien informé, il a bien opéré, c'est la faute, pas de chance. Ouais. Cela ne le prive pas d'indemnisation, il a la possibilité, si son dommage est grave, d'obtenir indemnisation par le biais des commissions de conciliation et d'indemnisation, et c'est l'ONIAM qui indemnisera au final. J'attire en dernier lieu l'attention de notre spectateur sur la nécessité d'être assisté à toutes les phases de la procédure d'indemnisation, parce que c'est un débat en matière médicale à la fois technique et juridique, et il est important d'être assisté pour avoir une bonne indemnisation. Il vaut mieux, c'est sûr. Merci beaucoup Quentin Mameri, notre avocat en dommages corporels. Merci également à Ernest Fez en droit du travail et Jean-François Changeur, avocat en droit pénal, mais également droit routier au barreau de la Charente. Vous saluerez notre belle région de la Charente. Merci infiniment à vous trois. On se retrouve très vite pour d'autres avocats et d'autres questions à envoyer sur notre site avocat.net. À très bientôt, salut.